Voilà, je suis très heureux d'être là. Je suis donc journaliste à La Croix. Je suis en charge de la rubrique bioéthique du journal, avec un champ qui va du début à la fin de vie. Donc, du début de vie, c'est tout ce qui tourne de la procréation, contraception. Il y a tout le volet recherche sur embryon, modification génétique, et puis jusqu'à l'autre extrémité, avec tous les débats sur la fin de vie en France. Suicide assisté, euthanasie, voilà, conditions de la fin de vie aussi. Et donc je suis en fait à plein temps ces sujets-là pour le journal, révision de la loi ou pas révision de la loi. Mais là il se trouve que la révision de la loi m'occupe un peu. Donc je voulais peut-être pour ces 20 minutes faire un peu deux points. Peut-être un premier point sur ce que contient la loi. Voilà, qui est révisé en ce moment, parce que le processus est en cours. Et puis un deuxième point sur moi, ce que je perçois comme grande tendance d'évolution des questions de bioéthique en France, et des clés de lecture des changements auxquels on est en train d'assister. Et donc voilà, et j'ai aussi écrit donc ce livre avec Martin Stephens, Et si c'était la fin d'un monde, qui n'est pas la fin du monde, vous noterez la différence, la fin d'un monde. Donc voilà, avec Martin Stephens qui est philosophe, une partie enquête et puis une partie d'entretien pour essayer de prendre du champ sur ce qui est en train de se passer. Alors, en fait, les principaux points du projet de loi, en fait, donc le projet de loi, là, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est la révision des lois de bioéthique. La loi de bioéthique en France, elle a été un peu gravée dans le marbre en 1994 et depuis, elle est révisée régulièrement, tous les 7 ans, tous les 5 ans. Là, en ce moment, c'est tous les 7 ans. Et donc, l'idée de cette révision, c'est de tenir compte des nouvelles avancées techniques et des nouveaux défis posés par les avancées techniques, et notamment des questions éthiques, et de prendre en compte ces questions et de voir ce qu'on en fait. Voilà, ça c'est l'objectif initial de 1994. On va voir que ça a un peu changé parce que là, l'objectif en partie de ce projet de loi, c'est non seulement de faire ça, mais aussi de prendre en compte les attentes, les aspirations de la société par rapport à des techniques biomédicales. Donc voilà, c'est deux choses un peu différentes. Donc on voit que la question de la révision de la loi, elle n'a plus tout à fait le même but en 1994 et aujourd'hui. Alors, on a beaucoup. Donc, le projet de loi, il a été présenté fin juillet au terme d'un processus assez long, peut-être qu'on évoquera tout à l'heure. Voilà, il y a 32 articles dans ce projet de loi. Là, il a été examiné à l'Assemblée nationale et il va passer au Sénat en janvier. Donc, le processus va se terminer sans doute en juin ou en juillet pour une promulgation a priori à ce moment-là. Le gros point du projet de loi, c'est l'extension de la PMA, dont vous avez entendu parler, qui est vraiment le point médiatique de cette réforme. Donc PMA, procréation médicalement assistée ou assistance médicale à la procréation. Aujourd'hui, la PMA, elle est autorisée pour les couples hommes-femmes, donc hétérosexuels, en âge de procréer, vivants, donc il n'y a pas de PMA post-mortem, et dont l'infertilité a été médicalement constatée par un médecin. Donc concrètement, au bout d'un an de relations sexuelles, sans contraception, eh bien, s'il n'y a pas de grossesse, un médecin peut constater une infertilité. Et c'est à ce moment-là qu'un couple peut accéder à ces techniques de PMA. Ce qu'il y a dans le projet de loi, c'est donc l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Et pour faire cette évolution, le gouvernement fait tomber en fait le critère d'infertilité. C'est-à-dire que donc avant la PMA, aujourd'hui la PMA est liée à cette lutte contre l'infertilité et donc fait tomber le critère d'infertilité. Et donc aujourd'hui il n'y a plus d'obligation, si le projet de loi est adopté dans les prochains mois, il n'y aura plus d'obligation pour les couples de femmes, pour les femmes seules, mais aussi pour les couples hétérosexuels, de faire constater une infertilité médicale. Donc le critère médical de la pathologie médicale saute. L'infertilité médicalement constatée saute. Voilà, ça c'est le gros point, l'extension de la PMA. Le deuxième point,
c'est l'autoconservation ovocytaire. C'est la possibilité pour des femmes, en l'occurrence, alors c'est l'autoconservation des gamètes, mais avec le gros point, c'est vraiment les ovocytes, c'est la possibilité pour des femmes d'arrêter l'horloge biologique, si on veut, et donc de faire conserver leurs ovocytes de manière préventive, si on peut dire, en tout cas pour pouvoir préserver leur fertilité. Pareil, aujourd'hui, c'est un processus qui est autorisé pour des raisons médicales, c'est-à-dire que si une femme de 25 ans, par exemple, a un cancer et s'apprête à subir un traitement qui va avoir un impact sur sa fertilité, comme une chimiothérapie, elle peut faire préserver ses ovocytes qui, après son traitement, pourront être réutilisés dans une technique de fécondation in vitro. Et donc aujourd'hui, ce critère médical, pareil, saute, et donc avec la possibilité pour un grand nombre de femmes, sans critère médical, de faire conserver leurs ovocytes. Le troisième point, c'est l'anonymat des dons, et en particulier l'anonymat des dons de gamètes. Aujourd'hui, la règle, c'est que lorsqu'une personne donne ses gamètes, donc que ce soit son sperme pour les messieurs et ses ovocytes pour les dames, ce don est anonyme. C'est-à-dire que les couples ou les personnes qui reçoivent ces gamètes, dans le cadre d'un projet de procréation médicalement assistée, ne connaissent pas l'identité de la personne. Il se trouve que cette technique, elle est mise en œuvre depuis une trentaine d'années en France et qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui sont nées d'AMP, enfin de PMA avec tiers donneur, donc dont les parents ont recouru à un don, en particulier à un don de sperme, qui demandent aujourd'hui fortement de pouvoir connaître des éléments sur leur donneur. Voilà, qu'ils appellent mon donneur, mon géniteur. Donc voilà, il y a une demande très forte et donc là, le projet de loi répond à cette demande en donnant la possibilité pour les enfants qui sont nés, c'est le plus jeune plus jeune participant à une de mes conférences depuis longtemps. Mais c'est bien parce que c'est le monde dans lequel il va vivre, donc. Mais tout n'est pas noir. Hein. Voilà. En tout cas, c'est la possibilité pour des enfants qui sont nés par PMA avec donneur de pouvoir accéder à des éléments sur leur donneur, voire à son identité, lorsque ces enfants auront 18 ans. Voilà. Donc ça, c'est un changement assez important, parce que l'anonymat, c'est un point important dans le modèle bioéthique français. Donc ça, c'est un point vraiment important du projet de loi. Juste quand tu dis leur identité ou des éléments de leur identité, c'est que c'est pas forcément son nom et... Alors en fait, la personne, si le projet de loi est adopté en l'état, pourra à 18 ans faire une demande et pourra dire « je veux connaître des éléments non identifiants » ou alors « je veux connaître son identité ». Voilà. Mais en tout cas, pour donner, le donneur devra consentir, quoi qu'il en soit, à la révélation potentielle de son identité si les enfants qui sont nés de ce don, donc en France c'est 10 enfants maximum par don, donc c'est pas mal 10 enfants quand même, en font la demande. Le troisième point, je vous passe le volet sur la filiation, même s'il est important, mais pour dire deux autres points. Un point sur la recherche sur l'embryon qui est assez important, avec un desserrement des règles aujourd'hui qui entourent la recherche sur l'embryon. La recherche sur l'embryon, c'est une recherche qui était totalement interdite en 1994 et on a glissé petit à petit d'un régime d'interdiction totale à un régime d'interdiction avec dérogation, puis d'autorisation. Et là, on est en train de passer pour une partie de la recherche sur l'embryon à un régime de simple déclaration. Donc voilà, il y a un desserrement des règles qui facilitent la recherche sur l'embryon. Et donc en fait, pour ça, le législateur, enfin en tout cas pour l'instant le gouvernement, dissocie deux éléments. Il dissocie la recherche sur l'embryon, donc qui est la recherche lors de laquelle les chercheurs utilisent vraiment l'embryon pour faire des expériences, des expérimentations, et
un élément qui s'appelle les cellules souches embryonnaires. Les cellules souches embryonnaires, c'est des cellules qui ont été découvertes il y a 20 ans, enfin dont on a découvert les potentialités il y a 20 ans. Ce sont des cellules qui sont issues de l'embryon. En fait, on prélève au tout premier stade de l'embryon des cellules souches, des cellules qui sont à l'intérieur, qui s'appellent les cellules souches embryonnaires, et qui ont la potentialité de se transformer en toutes les autres formes de cellules possibles, en fonction de la manière dont elles sont cultivées. Donc par exemple, si vous prenez ces cellules souches embryonnaires et que vous les cultivez dans un environnement osseux, ça devient de l'os. Dans un environnement cardiaque, ça devient des cellules cardiaques. Ça peut devenir des cellules de peau, de sang. Enfin voilà, ça peut devenir tous les types de cellules. Et donc on voit bien les potentialités de ces cellules, y compris sur un plan thérapeutique. Voilà. Et donc c'est la recherche sur ces cellules souches embryonnaires qui, si le projet de loi est adopté, ne sera plus soumise qu'à une simple déclaration et non plus à vraiment une demande d'autorisation. Voilà. Et le dernier point qu'il y a dans le projet de loi, c'est la réduction du délai de révision obligatoire de 7 à 5 ans. Aujourd'hui, la règle, c'est tous les 7 ans. Et dans le projet de loi, enfin en tout cas c'est ce qu'ont pour le coup introduit les députés il y a un mois, l'obligation de réviser la loi tous les 5 ans. Donc voilà, donc avec un rythme de révision qui s'accélérerait si le projet de loi était adopté en tant que tel. Voilà, il n'y a rien sur la fin de vie, après voilà, il y a un certain nombre de choses qu'il n'y a pas dans ce projet de loi. Il n'y a rien sur la fin de vie. Il n'y a rien sur la PMA post-mortem, il n'y a rien sur les dons, ce qu'on appelle les dons d'ovocytes au sein d'un même couple, par exemple, qui était une demande assez forte d'un certain nombre de couples de lesbiennes, qu'une femme puisse donner ses ovocytes à une autre de manière à ce qu'il y ait un patrimoine génétique d'une femme et que l'autre porte l'enfant. Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas dans le projet de loi. Il y a un certain nombre de choses qui y sont. Voilà. Donc le deuxième point, c'est vous dire un peu, moi, ce que je perçois, enfin voilà, la grille de lecture pour ce qui bouge dans ce projet de loi et un peu les mouvements qui sont un peu à l'œuvre. Peut-être le point de départ, c'est de vous dire que le modèle bioéthique français, en fait, son fondement, c'est la dignité, c'est-à-dire qu'il est fondé sur un principe qui est la dignité. Voilà, la dignité qui est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été réaffirmée à plusieurs reprises, qui est vraiment au cœur de la loi de 1994, et qui est l'idée selon laquelle, au nom de la dignité, on peut limiter la liberté d'une personne. Par exemple, c'est au nom de votre dignité que vous ne pouvez pas vendre votre rein. C'est au nom de votre dignité que vous ne pouvez pas vous prostituer. C'est au nom de votre dignité, donc qui a donné l'indisponibilité du corps humain, c'est au nom de votre dignité que l'État vous interdit de porter l'enfant d'un autre. Voilà. Donc c'est vraiment un principe qui est cardinal et qui structure très fortement le droit français et le droit, voilà, le modèle bioéthique français. En face de ça, il y a un autre modèle en Europe, enfin même dans le monde, qui est un modèle anglo-saxon qui est plus fondé sur la liberté, avec l'idée, en tout cas voilà, qui est née au Royaume-Uni, que la liberté n'est limitée que lorsqu'elle menace l'ordre public. Donc voilà, c'est un autre modèle. Il n'y a pas de limitation a priori de la liberté au nom d'une dignité de l'être humain. Et donc, voilà, ça a donné ce qu'on a appelé ce qu'on appelle l'utilitarisme, et qui fait qu'en Grande-Bretagne, voilà, la GPA est autorisée, le don de sang, le don de gamètes sont rémunérés, voilà, au nom de la liberté individuelle, parce que l'État ne peut pas, sauf s'il y a une menace de l'ordre public, limiter la liberté d'un individu. Voilà, c'est la liberté qui est première. Et donc il y a une pression en fait de ce modèle libéral sur le modèle, disons, français, fondé sur la dignité. Donc voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est effectivement le rôle de la loi et des révisions. En fait, donc on est passé, comme je vous disais tout à l'heure, d'une loi qui est faite pour prendre en compte les défis techniques et prendre en compte les nouvelles questions qui sont posées par les évolutions techniques à une loi qui prend en compte les demandes sociétales.
pour le coup, pour la PMA, c'est hyper clair, il n'y a pas d'évolution depuis 7 ans de la technique d'AMP. En fait, il n'y a pas d'évolution depuis même le milieu des années 90 de cette technique. Et donc, on élargit en revanche les bénéficiaires de cette technique, mais la technique n'a pas évolué. Voilà. C'est la même chose pour la recherche sur l'embryon, la technique n'a pas évolué. Il y a des recherches évidemment sur ce qu'on peut faire des embryons et des cellules souches embryonnaires, mais la technique en elle-même voilà, n'a pas évolué. Donc, on ne peut pas considérer qu'il y a de nouvelles questions éthiques qui se sont posées. En revanche, il y a des nouvelles demandes de la société, des chercheurs, des couples de femmes, enfin voilà, un certain nombre de couples de femmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que les liens choisis prennent la place des liens imposés. C'est-à-dire, tous les liens qui nous sont imposés par nature aujourd'hui, nos liens familiaux, c'est quand même le premier lien imposé, c'est-à-dire que ma mère est ma mère, mon père est mon père, mes enfants sont mes enfants. C'est quand même c'est la nature humaine, si je puis dire, qui m'impose ces liens. Et ben, on va vers une remise en cause de ces liens imposés au profit de liens choisis. Bon, ça, c'est un effet de la montée en puissance de la valeur liberté, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en fait, il y a un juriste qui a assez bien théorisé ça, qui s'appelle Daniel Borio, qui est un juriste qui vraiment revendique son libertarisme, dont j'avais déjà parlé l'année dernière, je pense, et qui a écrit un livre qui s'appelle La famille par contrat, et où il théorise qu'il n'y a de lien de famille que de liens choisis. Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait répudier ses enfants ou répudier ses parents à partir du moment où on le décide. Voilà, ce qui n'est pas possible, parce que moi sinon je répudierais ma mère une fois par semaine. Mais en tout cas, voilà, c'est donc d'autres conceptions de liens, en particulier de liens de famille, et de liens qui sont, pour le coup, qui sont liés à la dignité humaine. Donc voilà, avec un phénomène qu'on appelle la contractualisation, c'est-à-dire qu'on passe par le contrat pour établir un lien. Et ça, on le voit, enfin, voilà, c'est l'une des tendances de fond qui est à l'œuvre. Un autre point, c'est peut-être la volonté de toute maîtrise et de repousser les limites. Voilà. Avec voilà, un rapport aux limites, et pas nécessairement de transgression, parce qu'il y a un truc moral, mais en tout cas de vouloir dépasser les limites de la procréation, les limites de la mort, les limites de la finitude. Et donc là, voilà, il y a un rapport aux limites qui est quand même assez fort, avec une volonté de toute maîtrise, et de dire que je ne suis plus mon corps, mais j'ai un corps. Et donc si j'ai un corps, je peux en faire ce que je veux. Voilà, voilà. Et puis peut-être le dernier point, je ne sais pas si ça fait 20 minutes, oui. 20 minutes. Le dernier point, c'est particulièrement dans le champ de la recherche, l'accélération de la technique, l'accélération de la mondialisation, et donc de forts phénomènes de compétition internationale entre des chercheurs. Ce sont des phénomènes qui ont toujours existé, mais qui s'accélèrent de manière très forte. Et on voit bien là la manière dont les chercheurs, par exemple pour tout ce qui est recherche sur l'embryon, mais aussi utilisation des algorithmes dans le champ de la santé, voilà, disent ça se fait ailleurs, mais aussi tout ce qui est modification génétique, par exemple, des embryons ou des gamètes, disent voilà, ça se fait ailleurs, il faut qu'on reste dans la course, il y a des questions de financement, il y a des questions de crédit, donc voilà, il y a une forme de pression internationale qui est assez forte, et cette pression internationale aboutit au fait de rétrécir la réflexion éthique à un point qui est la sécurité des techniques. Dire voilà, en fait, on ne peut pas utiliser une technique tant qu'elle n'est pas sûre. Par exemple, il y a un an, lorsque He Jiankui, donc un chercheur chinois, a annoncé à un congrès international à Hong Kong la naissance de 2 bébés génétiquement modifiés, dont il avait modifié un gène sur les embryons dont sont nés ces enfants. Il y a eu tout de suite des très fortes réactions de la communauté internationale, disant qu'un tabou avait été transgressé, mais un certain nombre de chercheurs disaient
on ne peut pas le faire aujourd'hui parce que la technique n'est pas sûre, parce qu'il y a des conséquences secondaires voilà, qui ne sont pas connues aujourd'hui, mais quand cette technique sera sûre, on pourra l'utiliser. Donc voilà, la limitation de la réflexion éthique à juste la sécurité des techniques est quelque chose qui s'observe, y compris au niveau européen. J'en parlais il n'y a pas longtemps à quelqu'un du Conseil de l'Europe et qui sentait aussi ce point. Voilà, et puis il y a évidemment, mais ça va avec ce que je viens de dire, la force du marché, voilà, qui est très forte, mais qui va avec la mondialisation et la pression internationale, que ce soit dans le champ de la recherche ou dans le champ de la procréation. Voilà pour ce premier point. Merci, et merci d'avoir indiqué ces tendances. On l'a bien dans l'oreille, en fait, toutes ces tendances importantes reposent sur des concepts, par exemple la dignité ou les autres que tu as mentionnés, et qui méritent d'être interrogés de manière un peu plus calme qu'en général c'est le cas quand on parle de bioéthique. Et le premier concept qui peut lancer la discussion, c'est celui de démocratie, puisque il y a ce sentiment, je pense, qui est partagé par tout le monde. Et si les choses étaient tout à fait honnêtes, ou si les gens étaient tout à fait honnêtes, je pense que les pour et les contre admettraient aussi bien que le débat bioéthique est un élément de langage avant d'être vraiment une réalité. Et je pense que pour expliquer le fait qu'on se sent tous un petit peu spoliés d'une vraie discussion, d'une vraie argumentation de fond sur ces sujets, il y a un paradoxe qui est que dans l'organisation du débat bioéthique ou des discussions sur ces sujets, on oscille en permanence entre deux conceptions de la démocratie. L'une qui est une conception procédurale, on va dire, de la démocratie, fondée sur l'éthique de la discussion, sur notamment la prise en compte des expertises, et qui donne lieu, du coup, à ce rythme qui est assez spécial, d'ailleurs, dans notre vie démocratique, d'une révision tous les 7 ans, et prochainement 5 ans. Donc à un rythme de révision qui suppose, au fond, presque de suivre le travail des experts, au fond, et d'une technique qui évolue. Le fait que dans les décisions et dans l'élaboration des projets de loi, enfin dans le processus législatif, il y ait des acteurs peu connus, du type le Conseil consultatif national d'éthique, qui a organisé les états généraux de la bioéthique. Enfin, donc il y a toute une procédure du débat qui est totalement recouverte par une autre conception de la démocratie, qui elle est beaucoup plus politique, qui est l'affrontement des opinions, du rapport de force et au fond de l'idéologie tranchée par l'idée d'une majorité, quoi. Et j'en tire deux questions de ce paradoxe. C'est est-ce qu'on peut expliquer cette concurrence de notre manière, on va dire, démocratique de décider sur ces sujets? Est-ce qu'on peut en tirer la conséquence que toutes les institutions, disons procédurales, CCNE ou CESE d'ailleurs, dans d'autres sujets, sont caduques, au fond, servent pas grand-chose dans la mesure où personne ne les estime représentatives? Ou est-ce qu'elles sont utiles, justement, parce qu'elles permettent de tempérer les audaces idéologiques, disons, des autorités qui s'occupent de trancher ces questions? Et deuxième question, est-ce que ce passage d'une conception de la démocratie à l'autre, la bioéthique devient un sujet politique dans les années 80, avec les bébés éprouvettes, comme on disait à l'époque, et tout ça, et la bioéthique était surtout une affaire d'éthique médicale, et donc d'experts sur des techniques et de déontologie, et elle est devenue de plus en plus, non pas une question d'éthique médicale, mais d'affrontement, de morale, et donc de vision du monde, ce qui est de l'affaire de la politique. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu observer? Alors, peut-être d'abord, vous précisez que le débat bioéthique, là, tel qu'on le vit de manière plus ou moins permanente depuis 1994 en France, en fait, c'est quand même une spécificité française, quoi. Il y a, en Belgique, quand il y a un certain nombre de lois qui impactent en particulier la fin de vie qui passent, ça suscite des débats qui ne sont pas du tout ceux-là, qui sont beaucoup moins forts. Voilà, donc il y a quand même dans notre pays une spécificité française qui tient au fait qu'on est français et qu'on aime débattre, voilà, et au fait que quand même il y a ce modèle-là, qui est un modèle particulier et qui est revendiqué comme étant une spécificité, et qui effectivement, en fait, ce qu'il y a dans la loi, dès 1994 d'ailleurs, c'est que chaque révision doit être précédée d'un débat dans la société. Un débat dont le législateur ne précise pas du tout les contours.
Et donc en 2011, par exemple, le débat dans la société, donc en 2011, le sujet phare, c'était la recherche sur l'embryon. En 2011, le débat dans la société, ça a été 4 débats dans 4 villes différentes, et puis c'était terminé. Aujourd'hui, en 2018, il y a eu 4 mois de débat public. Il y a quand même eu 270 événements physiques qui ont été organisés, 21 000 participants qui s'y sont rendus, et puis sur le web, 65 000 contributions postées par 30 000 personnes. Donc voilà, c'est pas rien, quoi. Donc il y a eu quand même quelque chose de, de l'ordre du débat public quand même qui a pris, en tout cas qui a eu lieu. Alors, en même temps, si on compare au grand débat qui a eu lieu après les Gilets jaunes, le grand débat, c'est 10 000 réunions publiques, 1,5 million de contributions sur Internet et 500 000 personnes qui viennent dans les réunions physiques. Donc on voit bien que ce n'est pas la même échelle. Hein. Mais en tout cas, il y a eu quand même, ça n'a pas été 500 000 personnes, mais il y a eu quand même quelque chose qui a mobilisé plusieurs milliers de personnes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en fait, si effectivement il y a cette obligation de débattre, on ne sait pas vraiment pourquoi on débat. Et là, pour moi, l'organisation des États généraux de la bioéthique pendant 4 mois, il y a vraiment eu une mal-donne. Parce que pourquoi on a débattu? Certains venaient pour faire valoir leurs opinions et pouvoir faire changer la loi. Certains venaient pour défendre leur conception morale d'un point. Certains venaient participer pour dispenser la bonne parole à la foule. Certains venaient pour combattre les fake news, en particulier sur un plan médical ou scientifique. Donc voilà, en fait, il y a eu un débat, mais l'objectif de ce débat n'a jamais été très clair. Est-ce que c'était combattre les fake news? Est-ce que c'était faire une sorte de méga sondage dans la société pour savoir ce qu'ils pensaient? Et est-ce qu'on fait la loi en fonction de ça? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'était de pouvoir mesurer les opposants et de savoir s'ils étaient beaucoup ou pas, et donc avec ce jeu de calcul politique qu'il peut y avoir, voilà, sachant que quand même Macron a été très échaudé par 2012-2013, il était à l'époque secrétaire général adjoint de l'Élysée, et donc il a retenu que quand même il fallait prendre un certain temps, et qu'il fallait organiser des débats avec des gens, ou alors est-ce qu'on a juste organisé des débats pour dire qu'on a organisé des débats, et que voilà. Et cette question-là a quand même pas été résolue, et au final, tout ce qui a été annoncé pendant la campagne présidentielle s'est retrouvé dans le projet de loi. Est-ce qu'on peut en déduire que le débat a servi à rien? Ça dépend à quoi doit servir un débat. Voilà. Ça, moi, j'ai pas de réponse toute calibrée, mais j'observe que s'il y a ce sentiment que tu évoquais tout à l'heure, qu'effectivement, on a débattu un peu pour rien, ou que le Conseil national d'éthique s'est assis sur les résultats des États généraux de la bioéthique, on entend pas mal ça, c'est parce que, au fond, les objectifs de ce débat n'étaient pas clairs. Et donc, effectivement, on assiste quand même à une lutte entre plusieurs idéologies qu'on a quand même vu assez clairement se déployer à l'Assemblée nationale, sur un plan politique, sur un champ politique, un terrain politique. Moi, j'ai passé, avec 2 autres de mes collègues, on s'est relayés pour passer un mois, jour et nuit, à l'Assemblée nationale, du 15 septembre au 15 octobre, qui est une expérience humaine et journalistique passionnante, mais qui a été l'occasion pour nous de constater des débats idéologiques très forts, avec des idéologies de camps qui se sont constitués. Voilà, un camp plus conservateur, un camp vraiment très libertaire, et au milieu, un camp libéral, qui est celui qui était formé autour du gouvernement et des options débattues par le texte. C'est en soi une forme de réponse, puisqu'on voit que le projet de loi porté par le gouvernement correspond au programme qui a été élu, majoritaire. Il y a ce grand débat qui n'est pas utile si il s'agit de faire un état de lieu des aspirations de la société, des revendications dites sociétales, puisque par exemple il y a des sondages qui sont extrêmement clairs, par exemple, sur ce qui serait la volonté de la majorité des Français de légaliser l'euthanasie, par exemple. Ce qui n'est pas dans la révision. Mais après, ou de légaliser la peine de mort. Voilà, oui. Non mais c'est vrai. Et donc on ne peut pas dire que l'idée soit d'introduire de la volonté populaire dans ces réformes, et on ne peut pas non plus dire que tous ces formats de discussion démocratique, qu'ils soient au niveau des consultations populaires ou des cercles d'experts dont j'ai toujours pas bien compris le fonctionnement ni la représentativité, type CCNE, on ne voit pas en quoi ils auraient pu influer sur un pur processus politique où une majorité
fait passer, est en situation de faire passer n'importe quelle loi pour un électorat, quoi. Alors, il faut dire que là, on est aussi dans un temps politique particulier. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, il y a quand même 310, alors il y en a de temps en temps, il y en a un qui s'en va, mais voilà, enfin 305, je crois, députés En Marche. Donc c'est assez inédit dans le processus, enfin là dans notre vie démocratique récente, quoi. Donc effectivement, il y a une forme de majorité politique très forte, pour pas parler de rouleau compresseur, qui effectivement fait ce qu'elle veut, voilà, et fait passer les réformes qu'elle entend faire passer de manière voilà, assez claire. Après, sur le rôle des instances comme le CCNE, en fait, le CCNE, il est créé au début des années 80 par François Mitterrand, qui voit arriver la fécondation in vitro avec la naissance du premier bébé éprouvette, et il perçoit tout de suite les enjeux éthiques que ça peut poser, et donc met en place très rapidement une commission d'experts. Aujourd'hui, le CCNE, il y a 40 personnes, des médecins, des philosophes, qui représentent toutes les familles de pensée, hein, pour le coup, qui est une instance assez pluraliste, qui est, à mon avis, un lieu où vraiment on réfléchit, où il y a une vraie réflexion éthique, où il y a des vraies tensions éthiques, où il y a des vrais conflits de valeurs, parce que l'éthique, c'est ça, c'est quand il y a des conflits de valeurs, enfin en tout cas les dilemmes, la réflexion éthique, c'est ça. Après, il y a une tentation politique d'exporter ou de déléguer complètement la réflexion éthique à ce genre de comité, pour moi c'est évident, et qu'il y a une forme de caution ou de faire-valoir éthique parce que le CCNE s'est prononcé en ce sens, ça me paraît aussi évident. On pourra continuer à en discuter. J'ai une deuxième question sur le rôle des journalistes dans l'animation de ce débat. Et j'aimerais ton avis sur ce que tu penses de la profession, en fait, dans tous ces débats. Je prends deux exemples. Le premier, c'est, parce qu'on a des sondages en permanence que vous voyez comme moi, le premier, c'est ce qu'a fait ton journal, La Croix, pendant les États généraux de la bioéthique, où pour une fois, j'ai envie de dire, on avait des vraies enquêtes de fond, à la fois techniques, quelles sont les techniques en débat disponibles, pour quoi faire, etc. Avec effectivement des sondages pour mesurer les rapports de force sur tel ou tel sujet, mais qui procédaient, on va dire, d'une façon, voici les sondages et voici de quoi il est question pour vous faire une opinion. C'est très rare, et surtout de manière aussi suivie. C'était combien de semaines? Je ne sais plus. C'était long. On a fait 3 semaines, 2 pages par jour pendant 3 semaines, je crois. Et dans le même temps, la plupart des journaux, je remarque que le traitement médiatique qui est réservé à ce sujet, c'est de faire des sondages qui alimentent une appréhension purement idéologique du sujet. Exemple qui m'a le plus frappé, c'est par exemple, je ne sais plus quelle rédaction avait organisé un sondage auprès des 18-25 ans pour leur poser la question, est-ce que vous êtes favorable au droit à mourir dans la dignité? Parce qu'il y a quand même un compte de malhonnêteté de demander à des jeunes de 20 ans, pour en déduire du coup un accord massif avec l'idée d'une euthanasie, voire du suicide assisté. Donc il y a ce type de malhonnêteté, on va dire, dans ce qu'on peut lire dans le travail des médias. Et comment est-ce que toi tu évalues en fait la capacité des médias à tempérer un peu le rapport idéologique à ces sujets? Alors en fait, il y a deux questions. Il y a les sondages et l'utilisation qui en est faite, qui est une vraie question, et le traitement médiatique plus large de ces questions. Le sondage, alors nous par exemple, effectivement à La Croix, on avait commandé un sondage en janvier 2018 qui a fait pas mal parler. Voilà, on continue à nous en parler, on continue à nous dire pourquoi vous l'avez fait, etc., qui sont des vraies questions. Pour nous, le sondage et l'état de l'opinion, c'était un des éléments du débat. On a posé la question, on a essayé de poser les questions de manière la plus à plat possible, de manière la moins idéologique possible, sur ce qui était en jeu, donc en l'occurrence notamment sur la PMA. Les questions n'étaient pas « est-ce que vous souhaitez mourir dans la dignité ?», mais la question était « est-ce que vous êtes favorable à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté ?» La question sur la PMA était aussi explicite avec le développement des sigles, etc. Il se trouve que ça a révélé une opinion plutôt favorable. Alors, pour la fin de vie, ce n'est pas une surprise. Pour la PMA, ça devait être autour de 60%. Voilà. Et pour nous, l'état de l'opinion, c'est un des éléments du débat. Voilà. Ce n'est pas l'élément unique. On ne fait pas des lois de bioéthique en fonction de l'opinion, mais en tout cas, c'est un des éléments du débat. Voilà, ça c'est le premier point sur ces sondages. Après, qu'il y ait une multiplication de ces sondages, enfin nous, on l'a quand même pas fait hyper souvent, hein, les sondages sur la bioéthique. On l'a fait une fois parce qu'on estimait qu'au début des états généraux de la bioéthique, c'était important de prendre le pouls de la société sur ces questions-là. Voilà. Mais on ne peut pas s'en tenir uniquement là. Il est évident que ce sondage a été instrumentalisé, comme tous les éléments publics peuvent être instrumentalisés.
Donc voilà, c'est tout à fait évident. Et en même temps, d'autres sondages après qui ont été commandés par la Manif pour tous en l'occurrence, en sondant sur la question de la présence du père, ont révélé que la majorité des sondés se prononçaient pour que chaque enfant ait le droit d'avoir auprès de lui un père et une mère. Voilà. Ces sondages, ils ne sont pas contradictoires, ils révèlent juste qu'il y a un certain nombre de gens qui, voilà, qui pensent un peu les deux, quoi. Il y a quand même un clivage et il y a des gens qui voilà, qui ne savent pas quoi en penser ou qui, en fonction de la manière dont on aborde la question, peuvent être à la fois pour une extension d'un droit, ce qu'ils voient comme une extension d'un droit, et à la fois qui disent que la présence d'un père est importante. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de contradiction, si ce n'est qu'elle révèle la contradiction d'un certain nombre de nos contemporains sur ces questions-là, où quand même, si vous allez dans la rue, il y a quand même pas mal de gens qui ne savent pas trop quoi en penser, ou qui n'ont pas forcément pris le temps d'y réfléchir. Voilà. Ça sur les sondages. Le deuxième point, sur le traitement médiatique de ces questions. On est dans un temps où les traitements médiatiques sont quand même très soumis aux émotions et sont très soumis aux témoignages. Et donc ce champ-là, comme tous les autres, est marqué par ça. Est marqué par les témoignages, est marqué par les éléments émotionnels. Donc on le voit bien en fait avec un certain nombre de sujets, on le voit très bien sur la PMA. Et donc il y a toujours ce prisme-là, quoi, qui est l'un des prismes médiatiques, mais qui est aussi l'un des prismes de l'opinion publique, qui accroche plus avec ces histoires-là qu'avec des réflexions philosophiques ou avec des débats de fond plus forts. Ce qui est sûr, c'est que c'est des questions qui sont techniques, qui peuvent être complexes, des questions qui sont passionnées, et donc il y a quand même un certain nombre de mes confrères qui, soit par manque de temps, soit par manque de compétences, soit par idéologie sans doute, ne prennent pas le parti de traiter ces questions calmement et d'essayer d'animer les questions de fond, et de pas uniquement prendre le prisme de l'émotion. Voilà. Moi j'essaye, mais c'est compliqué, hein. Moi c'est des trucs qui m'empêchent de dormir la nuit, mais j'essaye de donner la parole à tout le monde, mais de jamais être dans la petite phrase, de toujours être dans le débat de fond. Moi, j'essaye toujours que lorsque quelqu'un lise ce que j'ai retranscrit dans notre entretien dans le journal, que la personne ne se sente pas trahie et qu'elle reconnaisse son propos. Voilà, qu'elle soit pour, ou en l'occurrence pour la PMA, qu'elle soit pour ou contre la PMA, qu'elle soit pour ou contre la recherche sur l'embryon. Voilà, je trouve que c'est important. Et après, c'est la matière à penser pour les lecteurs, tout ça. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de ne pas faire de petites phrases, j'essaye de ne pas entrer dans les petites polémiques, et c'est compliqué, parce que la pression est forte. Avant d'en venir à une ou deux questions d'intérêt catho, on va dire, et ce que tu dis fait penser à... Bon, j'entends la difficulté pour un journaliste d'utiliser le témoignage. C'est compliqué. Et sur, en fait, la situation des médias aujourd'hui montre bien ce passage, ce changement de paradigme, on va dire, entre une réflexion assez technique sur les implications d'un concept de dignité dont on veut maintenir la valeur de principe, à l'idée de liberté individuelle, de satisfaction, de revendication à l'égalité, etc. Si c'est à ce point décevant toutes les discussions qu'on peut avoir sur ces sujets, quand bien même elles sont idéologiques, ça arrive des discussions idéologiques intéressantes et un peu potentiellement fécondes, c'est que ce paradigme en fait de la liberté du droit individuel et de la satisfaction d'un intérêt privé fait qu'il est impossible d'avoir un discours cohérent sur ces sujets. Si encore c'était des visions du monde cohérentes qui s'affrontaient, il y aurait peut-être un fruit possible. Et c'est l'idée de satisfaire tout le monde dans des revendications qu'on estime également légitimes aboutit nécessairement à des incohérences, comme par exemple dans la loi, le fait d'aller plus loin dans la dénaturalisation de la parentalité, on pourrait dire, le fait de couper le fait d'élever des enfants de l'idée d'un ancrage biologique, arrive dans la même loi que la possibilité de reconnaître ou d'avoir l'identité d'un donneur qui, par définition, ne souhaite pas spécialement participer à la vie de l'enfant, puisque ça peut être une revendication individuelle. C'est très bizarre. De l'autre côté, chez les catholiques, on pourrait dire, ou des gens qui défendent des opinions conservatrices ou plus prudentes, il y a le même manque de cohérence, à mon avis, dans la mesure où la rhétorique de la défense de la vie, qui est l'étendard, on va dire, idéologique de mobilisation sur ces combats, disons, fonctionne par écran et a des angles morts un peu trop importants pour qu'on les prenne au sérieux. Défendre la vie, c'est pas uniquement défendre l'embryon, et il y a des incohérences, quoi. Donc on y reviendra peut-être, mais la question que je voulais poser sur la spécificité quand même de la manière française de penser les questions bioéthiques, qui n'est pas que décevante, c'est par exemple mon bioéthique au sens large, sur la question de la fin de vie, la loi Léodetti.
ou les lois Leonetti, qui sont des lois réussies dans la mesure où elles ont de l'autorité, sont respectées, parce qu'il y a des beaux travaux parlementaires derrière, etc., satisfont la profession des médecins, et font droit, en quelque sorte, à une revendication de la société qui est importante, qui est de ne pas mourir à l'hôpital dans des conditions de souffrance dissuasives. Et je suis étonné que la loi Leonetti tienne, avec des sondages aussi, et un rapport de force politique aussi favorable à l'euthanasie. Ce qui laisse quand même imaginer que le modèle bioéthique à la française est pas si nul. Et j'en tire une question, c'est qu'en fait, cette loi fonctionne parce qu'elle a été faite par un médecin qui avait lui-même de l'autorité dans les assemblées politiques où ça s'est discuté, et qu'il a été porteur aussi d'une corporation directement en lien avec les enjeux, et qui sont, pour des raisons techniques et professionnelles, moins idéologues peut-être que les autres, et un peu prudents et réservés. Les médecins sont ceux qui comprennent qu'une des conséquences de tous ces bouleversements, c'est que leur métier change totalement de nature, et donc ils sont généralement, à titre individuel, plutôt réservés. Et parfois organisés. Les syndicats de soins palliatifs font des choses et tout ça. Et la question que j'aimerais te poser, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut compter sur les gens de terrain, et notamment les médecins, pour réguler l'emballement idéologique sur ces sujets qui, on le sent bien, peut emmener quand même loin, et loin de ce qu'est la médecine pour un médecin, par exemple. En fait, il y a quand même il y a un rapport qui est un peu contradictoire aux médecins. On voit bien que, à la fois, ce sont des sachants, et donc ils sont respectés, comme tu disais, Leonetti, voilà, jouissait d'une autorité qui était l'autorité du médecin. Ils sont respectés, on voit bien la place que prennent les médecins ou les sachants dans les médias, dans les articles, qui sont reconnus comme étant des autorités. Et en même temps, il y a quand même une très forte remise en cause de toutes les autorités institutionnelles, dont celle des médecins. Et donc, on est dans ce mouvement qui est complètement contradictoire et qui fait que les médecins sont à la fois effectivement des sachants, et on le voit bien sur la fin de vie, et en même temps, tous les gens qui militent, pas qui sont favorables, mais qui militent en faveur de l'euthanasie, disent cette loi est faite pour les médecins, elle ne prend pas en compte le patient, c'est le patient qui compte, pas le médecin, etc. Et là, on est quand même dans un mouvement qui dure depuis, en gros, le milieu des années 80, début des années 90, enfin les années SIDA, qui fait que le médecin est descendu de son piédestal, et a été obligé de descendre de son piédestal, et est contraint de quand même d'expliquer au patient ce qui lui arrive, de tenir compte de ses décisions, avec au début des années 2000 la loi Kouchner qui oblige un médecin à associer son patient aux décisions qui le concernent, et qui oblige un médecin aussi à respecter le choix d'un patient qui veut arrêter des traitements, y compris des traitements vitaux. C'est pas uniquement refuser des antibiotiques, ça peut être arrêter une dialyse, ça peut être refuser une chimiothérapie. Donc voilà, il y a ce mouvement, il y a ce double mouvement qui est à la fois, il y a une montée en puissance individuelle du patient qui, à bien des égards, à mon avis, est une bonne chose, et en même temps, il y a quand même une autorité du sachant dans la société qui est évidente. Sur ces questions de PMA, effectivement, les médecins, il y a eu des sondages notamment menés par le quotidien du médecin. Il y a eu des sondages menés par le quotidien du médecin qui révèlent qu'ils sont plutôt plus réticents que le reste de la population sur la PMA, pour des questions qui sont liées effectivement au rôle de la médecine. Mais après, ça varie évidemment beaucoup en fonction des spécialités médicales. C'est-à-dire que les spécialistes de la procréation, ils sont plutôt favorables à l'extension, en général, enfin pas en général, mais il peut y avoir de fortes réticences pour les femmes seules. Les médecins ne veulent pas être responsables de créer des situations qui peuvent pressentir comme étant compliquées, des situations sociales notamment. Mais voilà, il peut y avoir quand même des différences, en tout cas entre les spécialités. Ce qu'on peut noter, c'est que l'ordre des médecins, c'est quand même pas positionné hyper clairement sur la PMA. À l'époque, les responsables de l'ordre des médecins, moi, m'avaient dit c'est un débat sociétal, donc on n'a pas à prendre position. Donc on n'est pas pour, mais on n'est pas contre. Donc c'est quand même la position la plus neutre possible. Il n'y a quand même pas de forte... en tout cas, autour de la procréation, il n'y a pas de voix de médecins qui prennent la parole. Sur la fin de vie, c'est différent. Voilà. Sur la fin de vie, il y a des spécialistes de soins palliatifs qui vraiment, aujourd'hui, développent toutes les questions autour de la prise en charge de la douleur et qui constituent un front, y compris de plus en plus dans le champ public et dans le champ politique, contre la légalisation de l'euthanasie
ou du suicide assisté. Je rebondis pour dire, parce que je le vois, je donne des cours de philo et de sciences humaines à des jeunes médecins, et c'est assez intéressant de voir que la façon dont ils sont formés fait qu'ils sont un peu condamnés à en rester au niveau de l'opinion, et donc à des questions simplement d'idéologie, de conviction personnelle sur ces sujets, alors qu'ils sont, à mon avis, appelés politiquement à avoir un rôle un peu plus intéressant. La matière qui permet de traiter tous ces enjeux, qui sont réellement que les enjeux qui définissent ce que c'est que la pratique médicale, sont essentiellement traités pendant l'année du concours, où évidemment il n'est pas question de comprendre quelque chose qui a un trait au fond, quoi. Donc je fais partie, comme Lou, et je pense comme tout le monde, des gens qui sont très contents qu'il y ait un mouvement d'autonomie du patient, que la figure patriarcale, disons un peu... surplombante. C'est peut-être exagéré, mais disons... la figure du médecin... ou surplombante, ou autoritaire. Qu'on a tous paternalisme. C'est plus ça que patriarcal. Donc c'est bien que dans la loi, au fond, que ça s'efface et que ça contraigne les médecins à cesser d'avoir cette posture un peu agaçante qu'on retrouve dans les romans du 19e. Pour autant, on voit que ça cesse au profit précisément de ce qui est dangereux et grave dans l'idée d'un médecin patriarcal, c'est l'idée de toute puissance en fait. Que le médecin devienne un prestataire de service plutôt qu'un type qui vous soigne en bon père de famille et qui sait mieux que vous selon que vous avez besoin, au fond c'est totalement différent si ce qu'il y a de dangereux et d'injuste et de meurtre, c'est-à-dire la domination. C'est quelqu'un qui a la possibilité de faire tout ce qu'il veut avec un pouvoir qui est la médecine, quoi, qui doit être pensé socialement, et c'est un peu inquiétant de voir que les médecins ne sont pas entraînés à le penser eux-mêmes, même si bon, ils sont un peu plus avertis que d'autres. Transition, du coup, le dernier épisode où on a pu voir les médecins s'exprimer sur ce sujet très publiquement, c'est l'affaire Vincent Lambert, qui a été hyper intéressante à suivre d'ici, du Simone, puisqu'on essayait justement de penser comment mobiliser les catholiques de manière un peu plus fructueuse sur ces sujets, notamment avec l'expérience acquise sur un sujet dont on ne peut pas dire qu'il n'a rien à voir, à savoir la loi Taubira, avec les implications sur la filiation, etc. Et concrètement, on constate qu'il y a une difficulté à mobiliser efficacement les catholiques sur ces sujets, ou en tout cas à les rendre audibles, bien que ce qu'ils aient à dire, au fond, ne soit pas très scandaleux, à savoir ce que la loi reconnaît, l'idée de dignité comme principe. Et on a constaté que la mobilisation a semblé efficace, au moins médiatiquement, au moment de l'affaire Vincent Lambert, où quasiment tous les médecins estimaient qu'il était une bonne chose d'un point de vue, là pour le coup, de simple, opinion, diagnostic et thérapeutique, il n'y a pas d'espoir pour Vincent Lambert, et d'interprétation de la loi qui permet de mettre fin au traitement sans tomber objectivement dans des questions d'euthanasie ou de suicide assisté. Et cette opposition, parfois un peu irrationnelle de mon point de vue, à l'opinion de ceux qui, pour le coup, savent, au nom d'une défense de la vie très abstraite, pose question. La défense de la vie, à la fois ça marche, ça mobilise les gens, mais en même temps c'est très creux, puisque c'est un slogan qu'on pourrait nous reprocher de ne pas suivre quand, par exemple, il est question pour une bonne partie des catholiques qui sont les premiers à descendre dans la rue pour Vincent Lambert, quand il est question de descendre dans la même rue, par exemple, pour qu'il n'y ait pas de migrants qui viennent, pour que la vie précaire soit défendue, puisqu'elle le mériterait a priori aussi. Voilà, la vie qui mérite d'être défendue, c'est aussi entre la naissance et la mort. Et voilà, donc on a affaire à la vacuité de nos propres slogans, donc c'est une bonne nouvelle parce que c'est-à-dire qu'on a plein de choses à repenser pour faire entendre un discours dont on sait a priori qu'il est bon pour tous. Et j'aimerais toi ton avis sur puisque tu as suivi de près aussi la mobilisation des cathos, tu as vu les réactions des lecteurs de la Croix, et quelles seraient pour toi les clés d'une mobilisation intelligente, c'est-à-dire qui ne défendent pas un intérêt catho, qui apparaissent comme une option conservatrice et des privilèges ou tout ce qu'on pourrait leur reprocher, mais comme un gain de liberté pour tout le monde. Ça, c'est compliqué. Non, peut-être un mot sur l'affaire Lambert. L'affaire Lambert, ça fait 2 fois que j'utilise cette expression, mais pour le coup, qui, moi, m'a vraiment empêché de dormir au mois de juillet, parce que le traitement est éminemment compliqué, le traitement médiatique. Et comme journaliste, je me sentais une responsabilité dans le traitement que je faisais de cette affaire. L'affaire Lambert, elle montre combien
les positions publiques sur des cas singuliers sont difficiles, quoi. Et elles montrent quand même les limites de ça. Ça ne veut pas dire que la question n'est pas légitime, ça ne veut pas dire qu'il ne s'agissait pas d'une question légitime et d'un combat qui n'était pas à mener, mais on voit bien quand même la limite autour de l'affaire Lambert, qui est de l'affaire d'une personne. On voit bien la limite du débat public et du débat médiatique et aussi des postures. Enfin, pour moi, c'est quand même un révélateur assez fort. Dans l'affaire Lambert, on a été... pourquoi il y a eu une telle médiatisation de l'affaire Lambert pendant 10 ans? C'est que les deux parties de la famille, les deux côtés de la famille, ont voulu communiquer. Il y a en fait des conflits, il y en a, hein, je veux dire, en France. Mais là, les deux parties de la famille ont vraiment voulu communiquer et donc ont abreuvé les journalistes des derniers développements de l'affaire, des développements juridiques et judiciaires. Donc voilà, il y a eu une volonté quand même très forte de médiatiser cette affaire parce que les deux camps de la famille pensaient que ça servirait leur cause. Et quelque part, ils ont eu raison, parce que ça a créé un débat public, et d'une manière ou d'une autre, ça a servi leur cause. Après, sur les clés d'une mobilisation intelligente, ce qui est compliqué quand les catholiques se mobilisent, c'est qu'ils se heurtent, d'ailleurs les conservateurs en général, mais c'est qu'ils se heurtent quand même à ce truc libéral de dire mais ça n'enlève rien à personne, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à pas faire de PMA, vous n'êtes pas obligé de demander la fin de vie, vous n'êtes pas obligé de demander, l'euthanasie, voilà, vous pouvez... avec parfois des raisonnements un peu absurdes. Jean-Louis Touraine parfois dit, mais vous êtes, qui est un fervent partisan de l'euthanasie, dit, mais vous, si vous aimez la souffrance, vous pouvez souffrir, je ne vous en empêche pas. Évidemment, le débat n'est pas là. La question, c'est pas est-ce que j'aime la souffrance, est-ce que je lui donne du sens, si ça peut être ça, mais je veux dire, la question au niveau général, elle ne se pose quand même pas comme ça. Donc voilà, la difficulté quand même des catholiques, c'est de faire valoir et de faire prévaloir la dimension universelle de leurs arguments et de leurs pensées, et du fait que s'ils se mobilisent, c'est pas uniquement en défense d'un héritage, mais c'est aussi parce qu'il y a des choses qu'ils pensent bonnes pour le reste de la société. Je n'ai pas de recette. Je suis désolé, Camille. Je n'ai pas de recette. Peut-être ne pas désespérer avec cette idée qu'il faut faire avec un conditionnement libéral du débat, entre guillemets, où quelle que soit votre opinion, vous avez à peu près la certitude qu'elle ne sera pas entendue, dans la mesure où c'est la vôtre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire complètement. En fait, pour moi, les raisons d'espérer, c'est ce qu'on développe vraiment dans la seconde partie du livre avec Martin Stephens, qui, voilà, on est tous les deux trentenaires et on a encore un certain nombre de décennies à tirer ici-bas, et donc pour tous les deux, c'était important de pas se pendre à la fin du livre, quoi, et de vraiment d'espérer. Et donc, dans les raisons d'espérer, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui pour moi, me paraissent importants. Par exemple, pour moi, le corps résiste. C'est-à-dire que le corps, vous pouvez l'évacuer par la porte, il revient par la fenêtre. Le corps, il existe. Quelqu'un qui change de sexe et qui se fait opérer pour changer de sexe, eh ben, son corps se rappelle à lui, parce que c'est une opération qui est douloureuse. Je ne dis pas que c'est bien que ce soit douloureux, hein, mais je veux dire, ça prouve quand même que l'existence du corps est là. Toutes les questions sur l'anonymat, les débats sur l'anonymat auxquels on assiste depuis plusieurs mois, avec des jeunes gens qui disent on a besoin de ce qu'ils appellent notre récit génétique, mais en gros on a besoin de savoir d'où on vient et pourquoi cet homme, parce que souvent c'est en l'occurrence la quête de l'identité d'un donneur, pourquoi cet homme a donné et qui il était, on veut savoir qui il est. Voilà, c'est quand même le signe que contrairement à ce qu'on peut dire, les gamètes c'est pas comme du sang, c'est pas un matériau génétique, voilà, c'est plus que ça. Donc je pense que le corps résiste d'une manière ou d'une autre. Deuxième point, c'est que je pense que la défense du réel, elle ne dépend pas entièrement de nous. Il y a un livre qui s'appelle Dieu est assez grand pour se défendre tout seul. Je veux dire, il y a sans doute une part de combat idéologique, politique à assumer, mais tout ne dépend pas de nous, quoi. Et ce serait un peu présomptueux, en tout cas comme croyant, moi je pense que ce serait un peu présomptueux de penser que tout dépendrait de nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, qu'il faut baisser les bras et tout ça, mais dire qu'il faut faire sa juste part et que, bon, à un moment, tout ne peut pas dépendre de nous. Le troisième élément, c'est qu'il y a, à mon sens, dans notre société, une prise de conscience écologique qui ne va pas assez loin, qui n'est pas assez forte, etc., mais qui est quand même là, qui est quand même forte. Et les gens commencent à se dire que quand même, il faut qu'on limite d'une manière ou d'une autre notre recours à la technique, notre recours à des ressources, parce qu'elles sont limitées.
Et je pense qu'à un moment, il y a un moment où ça va se joindre avec les questions bioéthiques. Voilà. Ah, peut-être vous pouvez me traiter de naïf, et peut-être je suis naïf. En tout cas, j'espère, et je ne vois pas pourquoi ça ne le ferait pas. Voilà. Je pense qu'à un moment, les réflexions... On le voit déjà avec la contraception. On le voit avec la contraception, on le voit avec un certain nombre d'éléments, effectivement. Là, tout à l'heure, c'est marrant, j'ai reçu un journal qui s'appelle La Décroissance. Dans La Décroissance, il y a 2 pages sur la PMA, mais vraiment sous l'angle de la technique. Pas sous l'angle de la paternité, pas sous l'angle, mais vraiment sous l'angle du recours à la technique. Et vraiment qui était très intéressante, quoi. Je ne qualifie pas de très intéressante parce qu'ils pensent comme je pense, mais parce qu'ils pensent le rapport à la technique avec un angle qui n'est pas un angle anthropologique, mais qui est un angle... d'analyse de la machine. Voilà, d'analyse de la machine, aussi un rapport au capitalisme, aussi un rapport... Enfin voilà, mais qui est vraiment intéressant et qui, pour moi, relève de cette prise de conscience écologique qui va avec la prise de conscience de nos limites. Et puis, le quatrième point, et ça, je cite plus Martin Stephens, en l'occurrence qu'autre chose, lui dit, voilà, comme croyant, nous, on croit que le monde a été sauvé il y a 2000 ans, quoi, quand le Christ est ressuscité. Et donc, tout ce qui vient par-dessus vient par surcroît. Donc, les enfants qui naissent viennent par surcroît. Je dirais, pourquoi on continue dans ce monde quand même parfois un peu apocalyptique de faire des mômes? Moi, j'ai 3 mômes, parfois, je veux dire, je redoute le jour où mon aîné me demandera, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Pourquoi tu as fait des enfants? Ben voilà, parce que comme dit Martin à propos de son fils qui lui a posé cette même question, parce que ce monde, au fond, vaut quand même la paix et la joie que les enfants qui viennent par surcroît, qui sont toujours une bonne nouvelle, nous apportent.